Imaginez-vous planant au-dessus des paysages du sud de la France au XIe siècle, contemplant la mosaïque de champs et de forêts qui s'étend jusqu'à l'horizon. En dessous de vous, disséminés dans la campagne, des dizaines de villages se nichent au creux des vallées ou se perchent au sommet des collines. La plupart apparaissent comme des amas désordonnés de bâtiments, leurs rues serpentant de manière chaotique à travers des implantations non planifiées, qui se sont développées de manière organique au fil des générations. Pourtant, ici et là, quelque chose d'extraordinaire attire votre regard. Des cercles parfaits émergent du paysage, des anneaux concentriques de maisons rayonnant, depuis des églises ou des places centrales avec une précision mathématique. Ce motif reste invisible pour quiconque parcourt ces villages à pied, ne se révélant que depuis ce point de vue aérien. Ce sont les circulades du Languedoc, et elles représentent l'une des réalisations les plus remarquables et les moins connues de l'urbanisme de l'Europe médiévale. À une époque où la formation formelle en architecture ne se généraliserait que des siècles plus tard, ces merveilles géométriques témoignaient d'une compréhension sophistiquée de la géométrie, de l'organisation sociale et de la conception communautaire qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la période dite des âges sombres. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire fascinante des raisons pour lesquelles des villages médiévaux ont été construits en cercle et ce qui a poussé les urbanistes des XIe et XIIe siècles à abandonner les modèles de croissance organique au profit d'une conception géométrique délibérée. Nous explorerons deux traditions distinctes de villages circulaires qui ont émergé indépendamment à travers l'Europe médiévale. Les circulades françaises du Languedoc, apparues dans les territoires contrôlés par la puissante dynastie des Trencavel et représentant le premier urbanisme mathématique d'Europe, et les Rundling-Gebäude allemands de la région du Wendland, créés pour loger des colons slaves le long de la frontière germano-slave. Vous apprendrez comment ces communautés ont été planifiées avec rien de plus que des cordes et des piquets, tout en parvenant à des tracés circulaires parfaits qui ont survécu pendant des siècles. Nous découvrirons les multiples motivations derrière la conception circulaire, de la défense contre les pillards et la protection du précieux bétail à la promotion de la cohésion sociale et à la garantie d'un accès égal aux ressources communales. Vous verrez comment la vie se déroulait au sein de ces communautés géométriques, comprendrez les forces qui ont conduit à leur déclin et explorerez pourquoi les défenseurs du patrimoine moderne se battent pour protéger ces monuments vivants de l'ingéniosité médiévale. Au terme de ce voyage, vous comprendrez comment les urbanistes médiévaux, travaillant des siècles avant la Renaissance, ont créé des communautés dont les principes de conception résonnent encore aujourd'hui dans la théorie de l'urbanisme. Avant de pouvoir apprécier la nature révolutionnaire des villages circulaires, nous devons d'abord comprendre l'habitat médiéval ordinaire avec lequel ils contrastaient si fortement. Dans toute l'Europe médiévale, la grande majorité des villages se sont développés sans aucune planification systématique. Ces implantations, connues en allemand sous le nom de Hofendörfer ou village-tas, se sont développées organiquement sur des décennies et des siècles, à mesure que les familles construisaient leurs maisons là où cela semblait le plus pratique sur le moment. Un paysan pouvait construire sa chaumière près d'une source pour un accès facile à l'eau, tandis que son voisin construisait plus près du manoir du seigneur pour se protéger. Et une autre famille s'installait le long de la route principale pour les opportunités commerciales. Le résultat était un enchevêtrement apparemment chaotique de bâtiments reliés par des ruelles sinueuses qui suivaient les contours naturels du paysage plutôt qu'un plan géométrique rationnel. Ces villages non planifiés dominaient le paysage médiéval car ils émergeaient naturellement de la façon dont les gens vivaient et travaillaient réellement. Les villages médiévaux étaient fondamentalement des communautés agricoles, leur existence entière étant organisée autour de la culture des champs environnants. Dans le système de l'open field qui prévalait dans une grande partie de l'Europe, les villageois travaillaient à des lanières de terre dispersées dans de vastes champs communaux. Chaque famille cultivant peut-être 20 acres répartis sur des dizaines de parcelles distinctes. Cette réalité agricole a façonné les modèles d'habitat bien plus puissamment que toute considération esthétique ou défensive. Les agriculteurs construisirent des maisons près de leurs voisins pour une protection mutuelle et un soutien social, regroupés autour de ressources partagées comme les puits, les moulins et les églises, mais ne se souciaient guère de la géométrie globale du village.
Le résultat était fonctionnel, bien que désordonné, reflétant des générations de décisions individuelles plutôt qu'une vision d'ensemble. Pourtant, l'Europe médiévale a produit une variété considérable de modèles d'habitat, en particulier dans les régions, où les conditions géographiques ou les facteurs culturels encourageaient différentes approches de l'organisation communautaire. Rien que dans l'Allemagne médiévale, les chercheurs ont identifié au moins 9 types de villages distincts, chacun reflétant des contraintes environnementales ou des priorités sociales particulières. Les villages linéaires, appelés Strassendörfer, s'étiraient le long des routes ou des rivières, avec des fermes disposées en rangées nettes, parallèles à ces voies de transport. Langerdorf présentait une place centrale ovale, conçue spécifiquement pour accueillir une source d'eau pour le bétail communal. Dans les régions montagneuses ou forestières, des fermes dispersées remplaçaient entièrement les villages nucléaires, chaque famille vivant dans un isolement relatif sur sa propre exploitation. Des modèles régionaux ont émergé à travers le continent, avec des habitats perchés dominant le sud de l'Europe à des fins défensives, tandis que les villages du nord se regroupaient dans les vallées fluviales, où un sol alluvial riche favorisait une agriculture intensive. Dans ce contexte de croissance organique et de variation régionale, les villages planifiés représentèrent quelque chose de véritablement révolutionnaire. Ces implantations délibérément conçues nécessitaient des ressources considérables, des connaissances sophistiquées en arpentage et le puissant mécénat de seigneurs ou d'autorités ecclésiastiques capables de commander la main-d'œuvre et d'imposer une régularité géométrique. Deux traditions de villages circulaires ont émergé aux XIe et XIIe siècles, chacune développant indépendamment la même solution géométrique de base pour créer des communautés cohésives, défendables et socialement intégrées. Les circulades françaises du Languedoc sont apparues en premier, dans les territoires contrôlés par la dynastie novatrice des Trencavel, qui régnait sur Carcassonne et Béziers, à une époque de troubles et d'opportunités. À peu près à la même époque, les Rundling allemands sont apparus dans la région du Wendland, dans le nord de l'Allemagne, créés par la noblesse germanique pour loger des colons slaves, dans des territoires nouvellement colonisés le long de l'Elbe. Les deux traditions ont adopté le cercle comme principe organisateur fondamental, tout en développant des expressions architecturales distinctement différentes de cette vision géométrique. Comment et pourquoi les urbanistes médiévaux ont-ils choisi les cercles plutôt que d'autres formes possibles ? Cette question nous entraîne plus profondément dans le monde de l'urbanisme mathématique, à une époque que nous qualifions trop souvent de primitive. Pour comprendre l'émergence des villages circulaires dans le sud de la France, nous devons d'abord saisir le contexte historique mouvementé de la fin du XIe et du début du XIIe siècle. La région du Languedoc, englobant les départements français modernes de l'Hérault, de l'Aude et du Gard, se situait au carrefour des cultures et des conflits. La puissante dynastie des Trencavel dominait ce paysage, régnant depuis ses bastions de Carcassonne et de Béziers, et contrôlant de vastes territoires à travers l'Occitanie. C'était une époque instable où la sécurité ne pouvait jamais être tenue pour acquise. Des raids et des conflits éclataient régulièrement alors que des seigneurs rivaux se disputèrent le pouvoir, laissant les communautés paysannes vulnérables à une violence soudaine. Au sein de ces territoires, une approche révolutionnaire de l'habitat a émergé. Des communautés planifiées, construites selon des principes mathématiques, défendables par leur conception et socialement cohésives dès leur fondation. Les circulades représentaient un changement de paradigme dans la manière dont les Européens concevaient l'habitat. Pour la première fois depuis que les Romains avaient abandonné leurs camps militaires au plan en damier des siècles plus tôt, des communautés européennes étaient tracées selon des principes géométriques systématiques. Ces villages circulaires ont précédé les célèbres bastides, ces villes planifiées au tracé orthogonal qui se répandraient plus tard dans le sud-ouest de la France, d'environ 200 ans. Là où les bastides présentaient des rues droites, se croisant à angle droit autour de places de marché rectangulaires, les circulades adoptaient les courbes et les anneaux concentriques. L'historien de l'architecture Krzysztof Pawlowski, qui a abondamment documenté ces remarquables implantations, a identifié plus de 50 villages circulaires disséminés dans la région du Languedoc, les reconnaissant comme les premiers exemples d'urbanisme médiéval mathématique en Europe.
Cette innovation n'est pas née d'une théorie abstraite, mais d'une nécessité pratique. Alors que les seigneurs locaux et les autorités ecclésiastiques cherchaient à créer des communautés capables de se défendre, de favoriser la cohésion sociale et de démontrer le pouvoir organisateur de leur règne. La construction d'une circulade reposait sur des techniques d'arpentage remarquablement simples, qui produisaient néanmoins des résultats mathématiquement précis. À l'emplacement choisi, les urbanistes enfoncèrent fermement un piquet central dans le sol. Ils attachèrent à ce piquet une corde de longueur soigneusement mesurée, entretenue avec soin pour éviter qu'elle ne s'étire et pour garantir des dimensions exactes. Pendant qu'une personne tenait la corde tendue au piquet central, une autre parcourait le périmètre, traçant un cercle parfait sur le sol. Des piquets étaient enfoncés à intervalles réguliers autour de cette circonférence, marquant l'endroit où le premier anneau de maison serait construit. La même technique pouvait être répétée avec des cordes progressivement plus longues pour établir des cercles concentriques supplémentaires à mesure que l'implantation s'étendait. Cette méthode ne nécessitait aucun calcul mathématique complexe, aucun instrument spécialisé au-delà d'une corde et de piquets, mais elle a produit des communautés d'une perfection géométrique visible depuis le ciel, des siècles avant que la photographie aérienne ne révèle leurs motifs cachés. La structure d'une circulade typique témoignait d'une compréhension fine de la manière dont l'organisation spatiale façonne la vie communautaire. Des cercles concentriques d'habitation rayonnaient à partir d'un noyau central, généralement une église, une place publique ou un château fortifié. Les maisons étaient construites en rangées mitoyennes, chacune faisant face vers le centre, créant une succession d'anneaux régulièrement disposés autour du cœur communal. Le centre lui-même restait souvent relativement vide, offrant un espace pour les marchés, les assemblées et les processions religieuses. Les rues suivaient le motif circulaire, s'étendant à la fois de manière concentrique autour de chaque anneau et de manière radiale du centre vers la périphérie. Cette disposition garantissait que chaque résident maintenait un lien visuel avec le cœur de la communauté, tandis que l'agencement des maisons tournées vers l'intérieur créait une surveillance naturelle qui décourageait la criminalité et les comportements antisociaux. La conception empêchait la ségrégation rigide des classes qui affectait de nombreuses villes médiévales linéaires, où les nobles occupaient les emplacements centraux, tandis que les pauvres étaient relégués à des positions marginales en bordure de l'agglomération. Dans un village circulaire, les résidents d'un même anneau se trouvaient à égale distance du centre, créant un sentiment d'égalité géométrique qui renforçait les liens communautaires. Le village de Bram nous fournit l'étude de cas la plus détaillée sur la façon dont les circulades se sont développées et étendues au fil du temps. Bram est aujourd'hui l'exemple le plus grand et le plus complet de village circulaire en Occitanie, et les preuves archéologiques ont révélé son fascinant modèle de croissance à travers les siècles. L'implantation initiale a été construite au cours du XIe siècle comme un village circulaire relativement modeste d'un diamètre d'environ 75 mètres. Les archives contemporaines et les fouilles suggèrent que ce premier anneau a été construit sous l'autorité ecclésiastique, probablement contrôlé par l'église locale plutôt que par des seigneurs laïcs. Un fossé défensif entourait l'implantation, protégeant la petite communauté regroupée autour de ce qui allait devenir le centre permanent du village. Cette première circulade démontrait déjà les principes clés qui guideraient l'expansion ultérieure. Une organisation concentrique, des bâtiments tournés vers l'intérieur et une planification centralisée autour d'un noyau communal. Au cours du XIIe siècle, Bram a connu une expansion spectaculaire qui a doublé son diamètre pour atteindre environ 150 mètres. Cette croissance reflétait un changement de contrôle politique, l'implantation passant de l'autorité ecclésiastique à l'autorité seigneuriale, désormais dominée par un château et le seigneur qui le commandait. Les bâtiments se sont rassemblés en cercles concentriques autour de ce centre fortifié, chaque nouvel anneau élargissant la zone habitée du village tout en maintenant la géométrie circulaire d'origine. Les fouilles archéologiques ont retracé ces phases d'expansion à travers les changements de style de construction, les assemblages de céramique et l'évolution des structures défensives. La communauté a continué de croître jusqu'au XIVe siècle, lorsque le château a été déplacé vers une position au nord de l'église centrale et que le diamètre habité a atteint 195 mètres.
Cette expansion progressive ressemblait à des ondes se propageant à la surface d'un étang, chaque siècle ajoutant de nouveaux anneaux, tout en préservant l'organisation circulaire fondamentale qui avait caractérisé le village depuis sa création. Vivre dans les cercles concentriques d'une circulade signifiait faire l'expérience de l'espace et de la communauté, de manière fondamentalement différente des résidents des villages tasordinaires. L'agencement tourné vers l'intérieur créait un contact visuel constant entre les voisins, décourageant les comportements antisociaux tout en renforçant la cohésion communautaire. La disposition circulaire empêchait également les hiérarchies de classe rigides, basées sur la position géographique. Contrairement aux villages linéaires, où l'emplacement le long d'une rue avait des implications de statut, tous ceux qui habitaient dans le même anneau concentrique jouissaient d'une distance égale par rapport aux ressources communales et d'une participation égale à l'ordre géométrique qui définissait leur communauté. Alors que les circulades transformèrent le paysage du sud de la France, une tradition parallèle d'urbanisme de villages circulaires a émergé dans le nord de l'Allemagne dans des circonstances historiques complètement différentes. Les Rundlinge sont apparus au cours du XIIe siècle dans la zone de contact où les cultures germaniques et slaves se sont rencontrées, se sont affrontées et ont finalement fusionné en de nouvelles communautés hybrides. Les slave polabs, aussi appelés Wendes ou slaves de l'Elbe, habitaient depuis longtemps les terres le long de l'Elbe et de ses affluents, vivant dans des implantations relativement petites dispersées dans un paysage de forêts, de marécages et de sols sableux pauvres. Au cours de la grande expansion germanique vers l'est connue sous le nom d'Ostsiedlung, qui s'est considérablement accélérée du XIIe au XIVe siècle, les seigneurs allemands ont pénétré dans ces territoires Wendes avec une force militaire et une ambition coloniale. Ils cherchaient à repeupler les terres agricoles qui avaient été dévastées par les guerres entre les peuples germaniques et slaves, en cultivant de nouvelles terres agricoles à partir de forêts et de sols argileux lourds qui exigeaient un travail intensif pour devenir productifs. Les Rundlinge ont émergé comme un modèle d'habitat délibéré, créé par la noblesse germanique, spécifiquement pour des groupes de colons agriculteurs majoritairement slaves qui travailleraient ces terres nouvellement colonisées. Les archives historiques contemporaines fournissent frustramment peu de détails sur comment et pourquoi cette forme de village distinctive s'est développée, mais le consensus des chercheurs soutient que les Arundlinge sont apparus selon un plan conscient au cours du XIIe siècle, conçus pour loger de petites communautés sous la loi allemande tout en préservant certains aspects des traditions agricoles slaves. La dynamique culturelle était complexe et souvent contradictoire. Ces villages fonctionnaient dans des cadres juridiques germaniques, leurs terres étant détenues selon les coutumes féodales allemandes, mais leurs habitants étaient principalement des slaves qui ont conservé leur propre langue et leurs pratiques culturelles pendant des siècles. La langue Wend, une forme de slave polab, a survécu dans ces communautés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, bien après que la plupart des populations slaves de la région aient été assimilées. Les noms de villages, se terminant par les marqueurs linguistiques slaves, its, o et tahethin, marquant encore le paysage, témoignant de l'identité ethnique de leurs habitants d'origine, même si les slaves eux-mêmes ont fini par disparaître en tant que groupe distinct. La structure d'un Grundling différait considérablement des circulades françaises malgré le partage de la géométrie circulaire de base. Plutôt que des anneaux concentriques de maisons mitoyennes tournées vers l'intérieur, un Rundlingshea présentait une place communale centrale et circulaire, propriété collective de tous les résidents, avec des fermes individuelles rayonnant vers l'extérieur depuis cet espace central comme les rayons d'une roue. Chaque ferme jouissait d'une distance égale par rapport à la place communale, créant une égalité à la fois visuelle et pratique entre tous les membres de la communauté. La place centrale remplissait plusieurs fonctions cruciales. Elle fournissait un pâturage commun où les villageois pouvaient faire paître leur bétail sous surveillance collective, protégés des loups, des pillards et des voleurs par l'anneau de ferme environnant. La place contenait aussi généralement le puits ou l'étang du village, garantissant à toutes les familles un accès égal à l'eau sans favoriser un emplacement particulier.
Cette disposition radiale des fermes autour d'un centre communal a créé un modèle d'habitat distinctif immédiatement reconnaissable depuis les ères, bien que la géométrie soit restée largement invisible pour quiconque faisait l'expérience du village au niveau du sol. Environ 95 rundlinge subsistent aujourd'hui dans la zone rurale du Wendland en Basse-Saxe, concentrée dans une région qui a vu à l'origine des centaines de ces implantations s'étendre à travers l'Allemagne centrale, de Kiel au nord à la Bohême au sud. La survie de ces villages dans le Wendland reflète l'isolement relatif et la marginalisation économique de la région, qui ont paradoxalement protégé les modèles d'habitat traditionnels de la modernisation agricole, qui a balayé la plupart des Rundlinge Scharia ailleurs. Dans les zones plus développées économiquement, les places communales ont été subdivisées en parcelles privées. Le modèle de ferme radiale a été modifié pour accueillir des routes et des voies ferrées, et la géométrie circulaire distinctive a disparu sous les couches de développement ultérieures. Ce n'est que dans le Wendland qu'un nombre suffisant de Rundlinge a survécu intact pour préserver cette remarquable tradition d'habitat médiéval. L'expérience des colons slaves vivant dans ces villages circulaires combinait des éléments de préservation culturelle et d'assimilation forcée d'une manière qui a façonné l'identité de la région pendant des siècles, au sein du cadre géométrique imposé par les urbanistes germaniques. Les familles slaves ont maintenu leur langue, leurs pratiques religieuses et leurs techniques agricoles traditionnelles. La conception radiale du Rundling a peut-être accommodé les préférences slaves pour des fermes familiales individuelles plutôt que les modèles d'habitat plus nucléaires typiques des villages germaniques, créant un compromis entre les structures juridiques allemandes et les préférences culturelles slaves. Les enfants grandissaient en parlant le wend à la maison, tout en apprenant l'allemand pour les interactions avec le monde extérieur. La communauté a maintenu une identité ethnique distincte tout en fonctionnant au sein des hiérarchies féodales germaniques. Avec le temps, cependant, les pressions de l'assimilation se sont avérées inexorables. Les mariages mixtes entre Slaves et Allemands, l'intégration économique dans des marchés régionaux plus larges et les politiques délibérées encourageant l'homogénéisation culturelle ont progressivement érodé la spécificité slave. Au moment où la langue wend a disparu des Rundlinge à la fin du XVIIIe siècle, les Slaves s'étaient largement fondus dans la population germanique plus large. Pourtant, les formes de villages qu'ils habitaient ont survécu, témoignage physique d'un peuple disparu et des zones de contact culturel qui ont produit ces communautés uniques. Le fait que deux sociétés aussi différentes, les seigneurs du sud de la France et la noblesse du nord de l'Allemagne, aient indépendamment adopté la conception circulaire suggère que le cercle offrait des avantages fondamentaux qui transcendaient les contextes culturels particuliers. Qu'est-ce qui rendait les cercles si attrayants pour les urbanistes médiévaux ? La première et la plus évidente des raisons pour lesquelles les urbanistes médiévaux ont choisi des tracés circulaires était la défense. Un tracé circulaire offrait des avantages immédiats. Le périmètre reste concentré plutôt que de s'étaler sur des bords vulnérables, chaque point étant équidistant du centre, ce qui permet un déploiement efficace des défenseurs sans point faible. L'organisation concentrique offrait des avantages encore plus sophistiqués. Si les ennemis perçaient l'anneau extérieur, les défenseurs des anneaux intérieurs pouvaient les cibler sous plusieurs angles, créant des zones de tir croisés mortels. De nombreux villages ont amélioré cette géométrie avec des fossés, des talus de terre et des palissades en bois. La disposition compacte signifiait que les résidents pouvaient rapidement se mobiliser pour défendre les sections menacées, tandis que les ruelles radiales fonctionnaient comme des lignes de communication intérieures, permettant aux défenseurs de se redéployer rapidement tout en restant à couvert. Au-delà de la défense, la protection du bétail a motivé la conception circulaire. Les communautés médiévales dépendaient entièrement de leurs animaux pour leur survie. Les bovins pour le labour, le lait, la viande et le cuir, les moutons pour la laine, les porcs pour les protéines. La perte de bétail due aux pillards, aux voleurs ou aux prédateurs pouvait être synonyme de désastre. La place centrale du village remplissait parfaitement cette fonction protectrice. Au crépuscule, les villageois conduisaient les animaux des pâturages environnants vers la place centrale, créant un enclos communal où toute la communauté pouvait défendre son bétail collectif. Les maisons environnantes agissaient comme un anneau protecteur, les agriculteurs pouvant réagir immédiatement à toute perturbation.
Bien que les loups aient représenté une certaine menace, Charlemagne a ordonné au village de nommer des chasseurs de loups à plein temps, appelés liom, loups-paris. La conception circulaire visait probablement plus efficacement les pillards humains. Le bétail représentait une richesse mobile facile à voler. Un enclos central entouré de fermes habitées signifiait que tout vol alerterait immédiatement toute la communauté, permettant une réponse rapide avant que les pillards ne puissent en s'échapper. La cohésion sociale constituait une troisième motivation. La disposition spatiale créait un contact visuel constant entre les voisins, façonnant profondément le comportement social. Les maisons tournées vers l'intérieur signifiaient que les résidents pouvaient observer la place centrale, l'église et les uns les autres, favorisant la responsabilité sociale et décourageant les comportements antisociaux. La conception éliminait les coins isolés, où des activités criminelles pourraient prospérer. Cette surveillance naturelle était directement liée aux institutions juridiques médiévales, comme le système de la clameur de Harrow, qui exigeait que tous les membres de la communauté répondent lorsqu'un voisin sonnait l'alarme. La disposition circulaire garantissait que tout le monde pouvait entendre de telles alarmes et y répondre rapidement. Les conceptions circulaires ont véritablement influencé le comportement social, suggérant que ces implantations du XIe siècle représentèrent les premières tentatives systématiques d'urbanisme psychologique en Europe. Le cercle favorisait la transparence et la confiance, renforçant la coopération nécessaire à la survie dans les communautés agricoles. L'agriculture communautaire fournissait une quatrième motivation. L'agriculture médiévale exigeait une coopération extraordinaire. Les calendriers de labour, les choix de culture et le moment de la récolte étant décidés collectivement lors des assemblées villageoises. La place, ou le pré communal central, offrait l'espace de rassemblement naturel pour ces décisions. Les marchés et les foires se tenaient également dans ces espaces centraux, attirant les marchands et renforçant l'identité commune. L'emplacement central des puits garantissait un accès égal à l'eau pour tous les résidents. Les pâturages, prairies et bois communaux étaient accessibles à tous les tenanciers, sous gestion collective. La conception circulaire réduisait les distances de marche et garantissait qu'aucune famille n'était systématiquement désavantagée par sa position géographique. Enfin, l'égalité a motivé la conception circulaire. La géométrie d'un cercle suggère intrinsèquement l'égalitarisme. Dans un rondling, chaque ferme se trouvait à la même distance des ressources communales, créant une égalité visuelle et pratique. La disposition en rayon de roue annonçait que toutes les positions étaient équivalentes. Dans les villages linéaires, l'emplacement avait des implications de statut. Les maisons près de l'église ou du manoir jouissaient d'un prestige plus élevé que celles en marge. Un tracé circulaire perturbait ce déterminisme géographique. Au sein du même anneau concentrique, toutes les positions étaient géométriquement équivalentes, empêchant la stratification automatique qui affectait les implantations linéaires et créant un message visuel d'égalité collective. La convergence de toutes ces motivations, défense, protection du bétail, cohésion sociale, agriculture communautaire et égalité, a créé une solution de conception holistique qui répondait simultanément à de multiples défis médiévaux. Les urbanistes n'ont pas choisi les cercles pour une seule raison, mais parce que la géométrie circulaire permettait à de multiples fonctions de se renforcer mutuellement de manière synergique. Une disposition qui concentrait les capacités défensives facilitait également la surveillance naturelle, qui renforçait les liens communautaires, qui à leur tour soutenaient la prise de décision collective nécessaire à l'agriculture communautaire. L'égalité géométrique favorisait la cohésion sociale, qui améliorait la sécurité, qui protégeait le bétail essentiel à la survie économique. Les urbanistes médiévaux, qui ont créé les circulades et les rundlinge, ont fait preuve d'une compréhension fine de la manière dont la conception spatiale façonne le comportement humain et la fonction communautaire. Leur réalisation devient encore plus remarquable lorsque nous reconnaissons qu'ils ont accompli cette ingénierie sociale par l'architecture des siècles avant la Renaissance, en travaillant avec rien de plus que des cordes et des piquets, mais en produisant des communautés dont les principes de conception résonnent encore aujourd'hui dans la théorie de l'urbanisme. La méthode de la corde et du piquet employés pour créer les circulades et les rundlinge était remarquablement simple mais mathématiquement précise. Un piquet central était fermement enfoncé dans le sol à l'emplacement choisi.
Une corde de longueur soigneusement mesurée était attachée à ce piquet, entretenue avec soin pour éviter qu'elle ne s'étire et pour garantir des dimensions constantes. Une personne tenait la corde au piquet central, tandis qu'une autre parcourait le périmètre, la maintenant tendue sur toute sa longueur, traçant un cercle parfait sur le sol. Des piquets étaient enfoncés à intervalles réguliers autour de cette circonférence pour marquer l'endroit où les bâtiments seraient construits. La même technique pouvait être répétée avec des cordes de différentes longueurs pour établir plusieurs cercles concentriques. Cette ancienne technique d'arpentage avait été utilisée pendant des milliers d'années avant que les urbanistes médiévaux ne l'adaptent à la conception de villages. Les bâtisseurs de Stonehenge ont employé des méthodes du piquet et de la corde des milliers d'années plus tôt. Ce qui a rendu l'application médiévale innovante, c'est son déploiement systématique pour la création de communautés planifiées entières, plutôt que de structures cérémonielles isolées. La méthode ne nécessitait aucun calcul mathématique complexe, aucun instrument spécialisé au-delà des cordes et des piquets en bois facilement disponibles, mais elle a produit une précision géométrique qui est restée visible des siècles plus tard, lorsque la photographie aérienne a révélé les motifs cachés. Les maçons et les constructeurs médiévaux utilisaient de couramment ces principes géométriques pour tracer les églises et les châteaux. La transposition de ces techniques de construction à la planification de villages représentait un saut intellectuel, reconnaissant que les principes régissant les bâtiments individuels pouvaient organiser des communautés entières. Qui étaient les urbanistes capables de concevoir et d'exécuter ces plans géométriques ? Les archives historiques pointent vers des élites instruites ayant accès à des connaissances formelles et à une expertise pratique. En Languedoc, les seigneurs locaux et les autorités ecclésiastiques commandaient les ressources nécessaires pour engager des planificateurs qualifiés, comprenant probablement des clercs formés dans les écoles cathédrales, où la géométrie était étudiée comme l'un des arts libéraux classiques. La phase ecclésiastique précoce de Brahms suggère que les autorités de l'Église ont joué un rôle direct, apportant l'expertise monastique en géométrie et en construction à la conception de l'habitat. Dans le Wendland, la noblesse germanique a conçu les Rundlinge dans le cadre d'une colonisation systématique, ce qui implique à nouveau l'accès à des planificateurs instruits qui pouvaient traduire les connaissances géométriques théoriques en techniques d'arpentage pratiques. Les monastères servaient de dépositaires du savoir classique, préservant des textes sur les mathématiques et la géométrie de sources grecques et romaines antiques. Les écoles cathédrales enseignaient le quadrivium, arithmétique, géométrie, astronomie et musique, créant une classe de clercs instruits, capables d'un raisonnement mathématique sophistiqué. Ces élites instruites comprenaient que les cercles représentaient la perfection divine, l'unité et l'ordre éternel dans la cosmologie chrétienne. Pourtant, elles reconnaissaient également les avantages pratiques de la géométrie circulaire pour la conception de l'habitat. Ces élites instruites collaboraient avec des maçons, des charpentiers et des arpenteurs expérimentés qui possédaient une connaissance pratique de la traduction des principes géométriques en structures physiques. Les maîtres maçons qui construisaient des églises et des châteaux employaient couramment des techniques géométriques pour poser les fondations, établir des perpendiculaires et créer des structures symétriques. La géométrie fournissait un langage commun entre l'artisan et le clerc, permettant au savoir théorique d'informer la construction pratique. La planification des villages circulaires représentait cette collaboration à son échelle la plus ambitieuse, appliquant des techniques de construction perfectionnées sur des structures individuelles à l'organisation de communautés entières. La décision de choisir des cercles plutôt que d'autres formes géométriques soulève des questions fascinantes sur la pensée esthétique et symbolique médiévale. Les plans en damier domineront plus tard la conception des villes planifiées dans les bastides construites dans le sud-ouest de la France, entre 1222 et 1372. Près de 700 bastides ont été construites, avec des places de marché rectangulaires et des réseaux de rues orthogonales. Pourtant, les circulades ont précédé ces villes au plan en damier d'environ 200 ans, ce qui suggère que des priorités de conception différentes guidaient les urbanistes des XIe et XIIe siècles. Les cercles portaient une signification symbolique, représentant la perfection, l'unité
et l'harmonie divine d'une manière qui résonnait avec les sensibilités religieuses. Des considérations pratiques pesaient également lourdement. Un cercle renferme une surface maximale avec un périmètre minimal, ce qui en fait la forme la plus efficace pour les murs défensifs ou les fossés. La distribution égale de tous les points autour d'un foyer central signifiait que les ressources pouvaient être allouées équitablement sans favoriser une direction particulière. Une fois le périmètre marqué, la construction pouvait commencer en suivant le plan circulaire. Les maisons étaient donc construites en utilisant des matériaux entièrement locaux, du bois des forêts voisines, de la pierre des carrières locales, de l'argile pour les murs en torchis, et du chaume de paille, de roseaux ou de bruyère pour la toiture. Dans les régions riches en chêne, de lourdes charpentes en bois créaient des structures durables qui pouvaient durer des générations. Là où la pierre était facilement disponible, les constructeurs érigeaient des murs qui offraient une protection supérieure contre le feu et les intempéries. Le torchis, des brindilles tissées entre des poteaux verticaux et enduites d'un mélange d'argile, de paille et parfois de fumier, offrait une excellente isolation et nécessitait des ressources minimales. Les toits de chaume, lorsqu'ils étaient correctement construits et entretenus, pouvaient durer des décennies tout en offrant une isolation supérieure contre le froid et la chaleur. Le travail communautaire a construit ces villages collectivement, les colons travaillant ensemble pour élever les structures selon le plan géométrique. Le seigneur ou l'autorité ecclésiastique pouvait fournir les ressources initiales, des piquets pour marquer le périmètre, des droits sur le bois dans la forêt, l'accès aux carrières. Mais la construction réelle dépendait de l'effort collectif. Les familles s'entraidaient pour monter les charpentes, enduire les murs et couvrir les toits, créant des liens d'obligation mutuelle qui façonneraient les relations communautaires pour des générations. L'aspect le plus remarquable était sa persistance à travers les générations. Une fois établi, le modèle s'est fixé dans le paysage et la mémoire collective. À mesure que la population augmentait, les nouvelles constructions suivaient la géométrie circulaire, ajoutant des anneaux extérieurs qui maintenaient l'intention de conception originale. L'expansion de Bram d'un anneau initial de 75 mètres à près de 200 mètres 3 siècles plus tard démontre cette continuité. Chaque génération comprenait qu'elle ajoutait à une communauté planifiée et avait la responsabilité de maintenir l'ordre géométrique. Cet engagement collectif à préserver le tracé circulaire à travers les siècles témoigne de la puissance de la vision géométrique originale et de la fierté que les communautés tirèrent de leur caractère délibérément planifié. L'aube se levait au son des cloches de l'église résonnant à travers les anneaux concentriques de maisons, appelant les villageois à commencer leur rythme quotidien. Les agriculteurs conduisaient le bétail de la place centrale vers les champs ouverts environnants, où les animaux paissaient, pendant que leurs propriétaires travaillaient à des lanières de terre arables dispersées. La place communale, qui avait protégé les animaux pendant la nuit, se vidait maintenant, alors que bovins, porcs, moutons et oies s'écoulaient vers l'extérieur le long des chemins radiaux, en direction des pâturages au-delà du périmètre du village. Les hommes et les enfants plus âgés travaillaient à les parcelles des champs ouverts qui entouraient le village, labourant, semant, désherbant et récoltant selon des calendriers déterminés collectivement, réglementés par la cour seigneuriale et l'assemblée du village. Les parcelles dispersées de chaque famille garantissaient que tout le monde partageait à la fois les bonnes et les mauvaises terres, répartissant les risques sur le paysage agricole. Les femmes s'occupaient des potagers près de leur maison, prenaient soin des enfants, préparaient la nourriture, filaient la laine, tissaient des étoffes, brassaient de la bière, fabriquaient du fromage et accomplissaient d'innombrables tâches qui soutenaient les économies domestiques. Avec des maisons tournées vers l'intérieur et des habitations très rapprochées, l'intimité était extrêmement limitée. Les voisins observaient les allées et venues des uns et des autres, créant une pression sociale pour se conformer aux normes de la communauté, tout en favorisant le soutien mutuel et une assistance rapide en cas de crise. La disposition géométrique rendait l'isolement pratiquement impossible. Tout le monde restait partie intégrante de la communauté visible. À l'approche du soir, le bétail retournait à la sécurité de la place centrale. Les portes se fermaient, les gardes prenaient des positions, et la communauté se contractait dans sa formation circulaire défensive. L'espace central devenait le foyer de la vie sociale en soirée,
les villageois se rassemblant pour échanger des nouvelles, régler des différends et socialiser. Les enfants jouaient sous la surveillance commune, tandis que les adultes partagèrent des repas lors des fêtes paroissiales ou célébrèrent des mariages et des jours saints. Le cercle rassemblait tout le monde dans un espace partagé où l'identité collective était mise en scène et renforcée. La place où le pré central fonctionnait comme le cœur de la vie communautaire au-delà de son rôle pratique d'enclos à bétail. Des marchés s'y tenaient, permettant aux villageois de vendre leurs surplus agricoles aux marchands et d'acheter des biens qu'ils ne pouvaient pas produire. Des processions religieuses serpentaient depuis l'église à travers les rues circulaires, marquant les jours de fête et les saisons liturgiques. Les assemblées villageoises se réunissaient pour prendre des décisions collectives sur les calendriers agricoles, résoudre les différends, allouer les ressources communes et faire face aux menaces pour le bien-être commun. Pour les circulades avec des églises au centre, le noyau physique et spirituel s'alignait parfaitement, le clocher s'élevant au-dessus des anneaux concentriques, appelant les fidèles au culte et marquant les heures qui structuraient la vie quotidienne. La dynamique sociale reflétait la conscience constante des voisins que la disposition géométrique imposait. La réputation comptait énormément dans ces communautés très unies, où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et où la pression sociale faisait respecter les normes. La disposition circulaire facilitait l'application collective des normes sociales tout en créant des incitations à la coopération et à l'entraide. L'isolement s'avérait pratiquement impossible en termes spatiaux et socialement indésirable compte tenu du besoin de travail collectif et de protection mutuelle. Les nouveaux arrivants devaient s'intégrer au réseau social établi, adoptant les coutumes locales et participant aux obligations communales. Au fil du temps, les mariages relièrent les fermes au sein du cercle, créant des réseaux de parenté qui superposaient aux motifs géométriques des liens de sang et d'alliance. Le statut d'une famille ne dépendait pas de sa richesse isolée, mais de sa participation au tissu communal, contribuer au travail pour récolter les champs des voisins, partager les animaux de trait pour le labour, entretenir les routes et les structures défensives, et remplir ses obligations envers le seigneur et la communauté. Le calendrier agricole structurait la vie au fil des saisons, selon des rythmes aussi prévisibles que les cercles géométriques eux-mêmes. Le printemps apportait des décisions communales sur le labour et la rotation des cultures. L'été signifiait un travail intensif pour s'occuper des cultures, faire les foins et entretenir les infrastructures. La récolte exigeait un effort collectif, alors que les communautés se mobilisaient pour rentrer les récoltes avant les tempêtes d'automne. L'hiver réduisait le travail agricole, mais augmentait le travail à l'intérieur. Réparer les outils, filer et tisser des étoffes, fabriquer et raccommoder des vêtements. Tout au long du cycle annuel, des fêtes communales marquèrent des transitions importantes, fête des semailles au printemps, célébration des récoltes en automne, Noël et Pâques suivant le calendrier chrétien. Ces fêtes avaient lieu dans les espaces communaux centraux, renforçant l'identité partagée par la célébration. Les églises occupaient une position centrale dans de nombreuses circulades, ancrant littéralement et figurativement la vie communautaire. Les cloches de l'église paroissiale structurèrent la journée. Ces fêtes fournissaient le cadre de l'année liturgique, et son cimetière gardait les défunts proches de la communauté vivante. Les baptêmes accueillaient les nourrissons à la fois dans la communauté religieuse et dans la société villageoise. Les mariages unissaient les familles et transféraient les droits de propriété. Le curé de la paroisse exerçait une autorité morale, s'étendant aux affaires séculières, servant de médiateur dans les différends et représentant le village dans ses relations avec les autorités supérieures. Les fêtes paroissiales rassemblaient la communauté pour des collectes de fonds et des moments de convivialité, tandis que les confréries organisées autour de l'église créaient des réseaux d'obligations mutuelles. La continuité multigénérationnelle renforçait les motifs géométriques établis par les urbanistes d'origine. Les fermes passaient des parents aux enfants, les jeunes générations héritant non seulement des structures physiques, mais aussi de positions au sein de l'ordre circulaire. Les familles pouvaient habiter le même emplacement pendant des siècles, maintenant la relation géométrique fondamentale avec le centre. Cette continuité signifiait que le tracé circulaire s'ancrait dans la mémoire collective et l'identité familiale. La communauté tirait une fierté collective de son caractère délibérément conçu, se distinguant des villages-tas chaotiques qui l'entouraient.
Les siècles qui ont suivi la construction initiale des villages circulaires ont apporté des forces qui allaient défier et, dans de nombreux cas, détruire ces communautés géométriques. Pour les circulades du Languedoc, le coup le plus dévastateur est venu avec la croisade des Albigeois de 1209 à 1229. Le pape Innocent III a appelé à cette croisade pour exterminer l'hérésie cathare qui avait prospéré en Languedoc. Les croisés du nord de la France sont descendus sur la région avec un enthousiasme sauvage. Le massacre de Béziers de juillet 1209 a vu toute la population de la ville massacrée lorsque les croisés ont tué sans discernement, catholiques et cathares confondus. Les sources contemporaines ont fait état de 20 000 morts, bien que la population réelle de la ville ait été probablement plus proche de 10 000. Le bilan total des morts de la croisade et de ses suites reste débattu par les historiens, avec des estimations allant de dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers de vies perdues au cours de 2 décennies de guerre et de persécution. La culture occitane distincte a été systématiquement affaiblie. La dynastie des Trencavel, qui avait régné sur la région lorsque de nombreuses circulades ont été construites, a été brisée et dépossédée. De nombreux villages circulaires ont été endommagés ou détruits, leurs populations dispersées ou tuées. Par la suite, près de 700 bastides, des villes au plan en damier, construites entre 1222 et 1372, ont remplacé les villages détruits et ont ravivé l'économie brisée. Ces nouvelles implantations présentaient des grilles de rues orthogonales et des places de marché rectangulaires, représentant une vision géométrique différente de celle des cercles concentriques des circulades antérieures. Pourtant, de nombreuses circulades ont survécu et ont continué à fonctionner comme des communautés viables, leur tracé circulaire étant maintenu même si le monde autour d'elles était transformé. Les Rundling ont été confrontés à des défis différents, façonnés par la distribution géographique et les transformations économiques. Autrefois répandus de Kiel à la Bohême, ces villages circulaires ont progressivement disparu de la plupart des régions, tout en concentrant leur survie dans la zone relativement isolée du Wendland, en Basse-Saxe. La modernisation agricole a perturbé les modèles traditionnels. Le système de l'open field a cédé la place à l'agriculture privée sur des exploitations consolidées. Les mouvements d'enclosure ont privatisé les terres communales. Les places centrales ont été subdivisées en parcelles privées ou bâties. Le modèle de ferme radiale a été modifié pour accueillir de nouvelles routes, des voies ferrées et un développement urbain privilégiant les réseaux de transport linéaires par rapport à la géométrie circulaire. L'isolement relatif du Wendland a paradoxalement protégé ces rundlings. Située dans des zones périphériques, loin des grandes villes et des axes de transport, la région n'a jamais connu la commercialisation agricole intensive qui a remodelé les villages ailleurs. Les sols sableux pauvres ont continué à limiter la productivité agricole et la croissance démographique. Cette marginalisation économique a permis au modèle d'habitat traditionnel de persister, en grande partie intact, jusqu'à l'ère moderne. Environ 95 rundlings survivent aujourd'hui dans le Wendland, tandis qu'ailleurs, ces villages distinctifs ont disparu sous le développement ultérieur. La peste noire du milieu du XIVe siècle a porté un autre coup dévastateur. La pandémie a tué entre un tiers et la moitié de la population européenne, entraînant l'abandon complet de milliers d'implantations. Les villages dont la population est tombée en dessous des seuils de viabilité ont tout simplement cessé d'exister. Les survivants se consolidant dans des communautés plus grandes ou migrant vers les villes. Des études archéologiques ont identifié des milliers de villages médiévaux désertés à travers l'Europe. Les villages circulaires ont souffert aux côtés de leurs homologues linéaires, bien que l'impact précis reste difficile à quantifier. Les pressions de la modernisation se sont poursuivies au cours des siècles suivants, alors que la transition vers une économie monétaire, l'expansion des réseaux routiers et l'urbanisation remodelaient les villages survivants. Les chemins de fer ont contourné de nombreux villages circulaires, leurs rues courbes étant mal adaptées aux infrastructures de transport linéaires. Des villages dans toute l'Europe ont connu un déclin démographique et une stagnation économique. Pendant des siècles, les villages circulaires ont survécu sans que personne ne reconnaisse leur importance historique.
Les résidents vivaient au sein d'anneaux concentriques ou de motifs radiaux, sans voir les conceptions plus larges qui organisaient leurs implantations. Ce n'est qu'avec la photographie aérienne du XXe siècle que les motifs cachés sont devenus visibles. Depuis les airs, des cercles parfaits émergeaient clairement. Les anneaux concentriques et les arrangements radiaux se détachant d'une manière impossible à percevoir depuis le sol. Cette perspective aérienne a transformé la compréhension des chercheurs sur l'urbanisme médiéval et a suscité la reconnaissance que ces communautés méritèrent d'être préservées en tant que monuments historiques uniques. L'historien de l'architecture Krzysztof Pawlowski a joué un rôle central en portant les circulades françaises à l'attention d'un public plus large. Son article de 1987 a identifié plus de 50 villages circulaires en Languedoc, les reconnaissant comme les premiers exemples d'urbanisme médiéval mathématique en Europe. Ces recherches ont démontré que ces villages précédaient les célèbres Bastides d'environ 200 ans, révisant fondamentalement la chronologie de l'urbanisme européen. En 1993, l'Association des villages circulaires du Languedoc a été fondée pour promouvoir la sensibilisation et la préservation. L'association a inventé le terme circulade, un néologisme conçu pour le tourisme et le développement économique. Le tourisme patrimonial s'est développé autour de villages comme Bram, promu comme l'exemple le plus grand et le plus complet de villages circulaires en Occitanie. Les efforts de préservation des Rundlinge allemands ont commencé en 1969 avec la création du Rundlingsverein pour protéger les villages circulaires survivants de la région du Wendland. L'association a documenté les plans des villages, a éduqué les résidents sur leur importance historique et a plaidé pour des réglementations protectrices, empêchant les altérations dommageables. À Lubeln, le Wendlandhof a été créé comme un musée permanent en plein air, où des huttes reconstruites montraient les techniques de construction slaves traditionnelles et où les visiteurs découvraient l'histoire culturelle wende. En 2012, la Basse-Saxe a nominé les Aurundling pour la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO en Allemagne, les reconnaissant comme des paysages culturels uniques, représentant un chapitre important de l'histoire de l'habitat européen. Cependant, en décembre 2023, les autorités allemandes ont décidé de ne pas soumettre les Rundlinge à l'UNESCO à Paris, mettant ainsi fin à leur candidature au patrimoine mondial. Malgré ce revers, les efforts de préservation se poursuivent à travers des initiatives locales et régionales. Des communautés vivantes habitent encore la plupart des villages circulaires survivants, ce qui crée à la fois des opportunités et des défis. Les villages habités restent des paysages culturels dynamiques, mais les résidents ont besoin d'adapter leurs maisons aux normes modernes, ce qui nécessite des rénovations qui peuvent menacer le tissu historique et l'intégrité géométrique. Les directives de préservation tentent d'équilibrer ces besoins, en autorisant des modifications qui améliorent les conditions de vie tout en protégeant les tracés circulaires essentiels. Le tourisme patrimonial est apparu à la fois comme une opportunité économique et un outil de préservation. Les visiteurs attirés par les tracés géométriques uniques apportent des avantages économiques qui soutiennent des communautés qui, autrement, pourraient être confrontées au déclin. La recherche archéologique continue de révéler de nouveaux détails sur les techniques de construction et la vie quotidienne. Des fouilles sur des sites comme Bram mettent au jour des preuves d'anneaux successifs, documentant la croissance du village au fil des siècles. Cette recherche continue démontre que l'urbanisme médiéval était bien plus sophistiqué que les générations précédentes ne le reconnaissaient, remettant en question les notions dépassées du Moyen Âge, comme étant intellectuellement stagnants. Les villages circulaires de l'Europe médiévale témoignent de capacités de planification qui existaient des siècles avant la Renaissance. Les circulades du Languedoc et les Rundlinge du Wendland démontrent que les urbanistes des XIe et XIIe siècles possédaient à la fois les connaissances mathématiques et la vision sociale pour créer des communautés délibérément conçues. Il ne s'agissait pas d'expériences isolées, mais de traditions de planification systématique qui ont produit des dizaines d'implantations dans leurs régions respectives.
Chaque village circulaire représentait une décision consciente de rejeter la croissance organique au profit de l'ordre géométrique, en adoptant le cercle comme une forme qui pouvait simultanément répondre à la défense, à la protection du bétail, à la cohésion sociale, à l'agriculture communautaire et à l'égalité spatiale. Le génie de l'urbanisme médiéval devient évident lorsque nous reconnaissons comment ces multiples fonctions se renforçaient mutuellement au sein de la conception circulaire. Une disposition qui concentrait les capacités défensives facilitait également une surveillance naturelle qui renforçait les liens communautaires. L'égalité géométrique favorisait la cohésion sociale, qui améliorait la sécurité, qui protégeait le bétail essentiel à la survie. Les espaces communaux centralisés permettaient une prise de décision collective sur les calendriers agricoles, nécessitant la coopération que le tracé circulaire encourageait par un contact visuel constant entre les voisins. Les deux traditions ont émergé dans des zones de contact culturel, où différents peuples et idées se sont heurtés pour produire de l'innovation. Les circulades du Languedoc sont apparues lors de l'épanouissement culturel en Occitanie, lorsque les troubadours créaient de nouvelles formes de poésie et que la théologie cathare défiait l'orthodoxie. Les Rundlinge Naboïkoué se sont développés le long de la frontière germano-slave, alors que les seigneurs allemands créaient des implantations pour les agriculteurs slaves, produisant des communautés hybrides fonctionnant sous la loi germanique, tout en préservant des éléments de la culture slave pendant des siècles. L'échange culturel et les défis de la colonisation ont favorisé une résolution créative des problèmes, aboutissant à de nouvelles formes d'habitat. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, les principes incarnés dans les villages circulaires résonnent avec la théorie de l'urbanisme contemporain. Les concepteurs modernes reconnaissent que les tracés spatiaux influencent profondément le comportement social et la cohésion communautaire, précisément la compréhension qui animait les urbanistes médiévaux. Les motifs radiaux de villes comme Washington DC et Paris font écho aux Rundlinge médiévaux, tandis que les résidences fermées contemporaines reproduisent inconsciemment des espaces défendables et des places communales. La survie d'environ 95 Rundling dans le Wendland et de plus de 50 circulades en Languedoc offre un témoignage physique de l'ingéniosité médiévale. Ces communautés vivantes continuent de fonctionner comme des villages, où les gens élèvent des familles et cultivent les terres environnantes, le tout à l'intérieur de motifs géométriques, établis il y a 8 ou 9 siècles. Lorsque nous regardons ces villages circulaires avec nos yeux d'aujourd'hui, nous pourrions réfléchir à l'équilibre entre la planification et la croissance organique qui sert le mieux les communautés. L'Europe médiévale a produit les deux extrêmes, des villages-tas se développant de manière chaotique, sans ordre géométrique, et des villages circulaires imposant des motifs géométriques rigides à la disposition de l'habitat. Les villages circulaires suggèrent qu'une conception spatiale réfléchie peut façonner le comportement communautaire et favoriser la cohésion sociale, mais ils révèlent également les limites du déterminisme géométrique. Les Rundlinge n'ont pas pu empêcher l'assimilation finale de leurs habitants slaves. Les circulades n'ont pas pu protéger les résidents de la violence de la croisade des Albigeois. L'ordre géométrique a fourni de réels avantages en matière de défense, de gestion des ressources et d'organisation sociale, mais n'a pas pu résoudre tous les défis auxquels les communautés médiévales étaient confrontées. Peut-être la leçon la plus durable concerne-t-elle la relation entre l'innovation et la tradition. Ces implantations ont émergé lorsque les urbanistes médiévaux ont pris une technique ancienne, la méthode de la corde et du piquet, et l'ont appliquée de manière révolutionnaire pour relever les défis contemporains. Ils ont combiné les connaissances géométriques préservées de l'Antiquité classique avec des réponses créatives aux conditions des XIe et XIIe siècles, produisant des communautés à la fois traditionnelles et innovantes. Les cercles eux-mêmes portaient un poids symbolique, suggérant la perfection, l'unité et l'ordre divin, tout en servant des objectifs éminemment pratiques de défense, de surveillance et de distribution des ressources. La prochaine fois que vous rencontrerez un quartier circulaire, un plan de ville radial ou une communauté organisée autour d'une place centrale, souvenez-vous des urbanistes médiévaux qui se tenaient dans les champs de la France et de l'Allemagne du XIe siècle, cordes et piquets à la main. Ils créaient des cercles parfaits en utilisant des méthodes aussi anciennes que Stonehenge, mais appliquées à des fins entièrement propres,
Ils résolvaient des problèmes de sécurité, de communauté, d'équité et d'efficacité qui restent pertinents aujourd'hui. Ils démontraient que le Moyen Âge, loin d'être un âge sombre d'ignorance, a été le témoin d'innovations remarquables en matière d'organisation sociale et de conception spatiale. Les villages circulaires de l'Europe médiévale représentent une géométrie cachée, révélant le génie médiéval. La preuve que des gens que nous qualifions trop nonchalamment de primitifs possédaient une compréhension sophistiquée de la manière de créer des communautés où les gens pouvaient vivre ensemble en sécurité, travailler ensemble de manière productive et partager les ressources équitablement dans l'étreinte géométrique du cercle. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des villages circulaires médiévaux. J'espère que vous avez découvert l'ingéniosité derrière ces merveilles géométriques et que vous avez acquis une nouvelle appréciation des capacités de planification sophistiquées qui existaient dans l'Europe des XIe et XIIe siècles. Si vous avez aimé découvrir les motifs cachés du monde médiéval, je serais ravi que vous laissiez un like à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres qui pourraient apprécier d'en apprendre davantage sur ces communautés remarquables. Abonnez-vous pour d'autres explorations approfondies de l'histoire médiévale, où nous continuerons à révéler les innovations, les complexités et les réalisations d'une période trop souvent mal comprise et sous-estimée. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus surpris à propos des villages circulaires? Vous attendiez-vous à ce que les urbanistes médiévaux fassent preuve d'une compréhension aussi sophistiquée de la géométrie et de l'ingénierie sociale? J'adorerais lire vos réflexions. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous explorerons d'autres secrets du passé médiéval qui remettent en question les idées reçues sur le Moyen Âge.